Nous sommes le 16 octobre 2014. Heureux hasard ou simple coïncidence, voilà donc 5 ans jour pour jour que le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, est à la tête du Gabon. 5 ans marqués par de grandes et ambitieuses réformes, plusieurs chantiers réalisés et en cours de réalisation, les grands chantiers du gouvernement de la République, les politiques public, l'objet de notre émission, votre émission, Faire savoir, désormais sur Gabon Télévision, une émission bimensuelle d'information gouvernementale. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision et bienvenue à ce premier numéro. Et nous recevons pour ce premier numéro le ministre Magloire Gambia. Bonsoir, monsieur le ministre. Installez-vous, je vous en prie. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Ce soir, tout sur l'habitat, les infrastructures et l'aménagement du territoire. Je viens de vous le dire, notre premier invité, le ministre Magloire Gambia. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Bonsoir, une fois de plus. Merci. Le principe de l'émission est simple. 6 journalistes vont se succéder, se relayer ici. Ils ou elles, en tout cas les journalistes de la presse écrite, la presse en ligne et audiovisuelle vont vous poser quelques questions, vous répondrez et nous prendrons également des réactions sur les réseaux sociaux. Il y aura aussi dans cette émission, ce premier numéro de Faire savoir, le traditionnel micro-trottoir pour que vous ayez une idée de la réaction des Gabonais face au département ministériel dont vous avez la charge. Pour démarrer cette émission, nous vous proposons de suivre ces quelques réactions. Le fait déjà d'initier ces différents chantiers est une bonne chose parce que tout peuple aspire toujours à un mieux-être. Mais les chantiers sont tellement nombreux qu'aujourd'hui nous nous interrogeons sur comment dirais-je, l'arrivée à bonne fin de ces chantiers. Était-il judicieux de tout embrasser en même temps ou n'aurait-il pas fallu avancer progressivement en amorçant chantier par chantier? L'idée elle est bonne parce qu'on voit là le fait que le pouvoir s'intéresse au sort des populations, mais encore faut-il qu'ils aillent jusqu'au bout. Les routes sont parfois très mal construites. Si elles ne sont pas trop étroites, elles sont trop larges. Si elles ne sont pas trop larges, elles sont mal, disons, alignées. Des croisements qui peuvent causer facilement des accidents. Oui, je remarque une amélioration, par exemple dans le cas de Port-Gentil, parce que je suis native de la ville de Port-Gentil. Il y a plusieurs routes qui ont été tracées. Bon, c'est favorable pour certains riverains. Libreville et Lambaréné, qui ont été très bien goudronnées, très bien tracées, sont toutes propres. C'est le point positif de la situation. Moi qui voyage beaucoup à l'intérieur du pays, il y a 10 ans en arrière, j'aurais constaté que beaucoup de choses ont changé. Quand vous voyez par exemple la route qui est du sud, c'est vraiment une véritable merveille. On peut partir donc aujourd'hui de Libreville jusqu'à Andende, en veste, cravate, sans être sali. Ça veut dire que vraiment, c'est une bonne chose. Le pont sur la Bagno, ça, c'est quelque chose de palpable. Ce ne sont pas des chimères, ce n'est pas de l'utopie. Le pont est là, les gens le traversent, l'empruntent, c'est vraiment extraordinaire. Concernant les routes, bon, vous voyez que les routes constituent un véritable problème de nos jours. Les gens n'arrivent pas à circuler tranquillement. Il faut se réveiller, par exemple, moi qui suis à Issassa, il faut se réveiller à 4 h du matin pour arriver à l'école à l'heure. Si 6 h nous trouve au 12, ce qui est sûr, c'est qu'on va arriver en retard. C'est vraiment un véritable problème. Il faut que le ministre mette l'accent là-dessus. M.
Monsieur le ministre, Nicole Okawe et Charlène Meza nous ont rejoints sur ce plateau. Avant de leur donner la parole pour la première série de questions, votre réaction? À l'écoute de ces éléments, ce que l'on peut dire, c'est que la population reconnaît naturellement que des efforts importants sont réalisés. Dans le domaine des routes, notamment, la construction des routes, mais on note aussi encore une insatisfaction parce que c'est évident que tout le monde veut voir tout de suite la route qui passe devant chez soi être faite, mise aux normes. C'est donc un travail de longue haleine. Le gouvernement met un accent particulier sur cette question. Les instructions donc du président de la République sont conformément au schéma national de développement des infrastructures, faire en sorte que le pays puisse rattraper le retard que nous avions dans ce secteur-là. Et nous sommes certainement sur la bonne voie puisqu'on voit que dans votre micro-trottoir, beaucoup de personnes interviewées dans ce cas montrent leur satisfaction et indiquent justement les changements qui sont en train de s'opérer. Évidemment, beaucoup reste à faire, nous ne le nions pas, mais des efforts continus et constants seront maintenus pour que d'ici quelques années, nous ayons un réseau routier qui n'est plus à pâlir ou qui ne souffrait pas de la comparaison. Donc, c'est un chantier important, coûteux, c'est des moyens énormes, des moyens importants qui sont consacrés par l'État et le gouvernement. Donc, nous sommes satisfaits de voir que cela se ressent et que le public voit justement ces efforts et les apprécie à sa juste valeur. Alors, Monsieur le ministre, le premier panel, justement, vous avez en face de vous Charlène Meza et Nicole Okawe, des chantiers en cours de réalisation, des chantiers réalisés notamment dans le domaine des infrastructures routières. Nicole? Monsieur le ministre, bonjour. Ma question est la suivante. Le gouvernement s'est donné pour mission de réaliser de 2010 à 2016 3600 km de routes à bitumées. À ce jour, nous n'en sommes qu'à près de 1300 km de routes. Pensez-vous à cette allure pouvoir atteindre les objectifs que vous vous êtes assignés? J'apporterai une correction. Nous sommes à 1500 km, dont 400 et quelques, un peu moins de 500 qui ont été livrés, et 800 et quelques en cours de réalisation. Nous avons, je pense, pris le bon rythme, puisque jamais dans notre histoire, récente que beaucoup d'entre nous connaissons, un effort aussi considérable n'a été consacré à la question. Donc nous sommes à 1500, d'autres chantiers devront être lancés, des chantiers tout aussi importants. On ne désespère pas. Et je ne sais pas si dans votre calcul, justement, vous avez pris en compte les voiries dans les villes ou alors seulement les routes nationales. Pour le moment, nous en sommes en route nationale. Voilà, mais il faut voir ça comme une question beaucoup plus globale qui intègre à la fois les routes nationales, mais également les voiries dans nos villes, comme certains, on a pu le retenir dans votre micro-trottoir. La question se pose autant entre les différentes provinces, les différentes capitales provinciales et la capitale qui est Libreville, mais également dans les villes. Donc il faudrait peut-être tenir compte également de ce travail-là. Nous allons en parler, Monsieur le ministre, c'est sûr, nous allons en parler. Bonsoir, Monsieur le ministre. On note que dans le programme national routier, les axes Libamba-Bigou, Libamba-Mongo ne sont pas pris en compte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi cela est dû? Justement, ce sont les prochains tronçons qui seront lancés. Nous avons déjà, si vous vous êtes renseigné, fait un appel d'offres pour la route Libamba-Bigou, qui a été remporté par une entreprise chinoise, je pense, CCC. Et dans le cadre du budget 2015, ces travaux seront certainement lancés à l'occasion. Et qu'en est-il de la route Port-Gentil-Omboué, même si on sait que le délai de livraison tend vers 2017? C'est un chantier qui est aujourd'hui très avancé. Les ponts provisoires ont été installés sur le chantier. Et cette route, qui est parmi les plus importantes à réaliser, sera livrée dans 3 à 4 ans.
Monsieur le ministre, j'aimerais savoir pourquoi avoir priorisé l'axe routier Omboué-Port-Gentil plutôt que celui de Libreville à la capitale, quand on sait un peu le coût très honoré du transport aérien. Mais de toute façon, l'axe Port-Gentil-Omboué débouchera sur Yombi et permettra d'atteindre Libreville. Mais au-delà de la route, il y a toute une stratégie également d'aménagement du territoire. En sortant par Yombi, nous donnons donc une voie de sortie à toutes ces régions, notamment l'Angounié et au-delà le Haut-Togo et le Gouelolo, qui ont une deuxième porte de sortie sur la mer vers Port-Gentil. Donc ce n'est pas un seul simple exercice de construction de route, mais il y a toute une stratégie pour le développement et la diversification de notre économie, pour l'abaissement des coûts, pour rendre notre économie beaucoup plus compétitive. Vous savez par exemple qu'à Mula, sont en train d'être développés des projets de plantation de palmiers à huile et d'autres projets qui vont arriver. Ces projets ont besoin d'une voie de sortie vers l'extérieur. Donc c'est plus simple de sortir à partir de Yombi. Ça rend beaucoup plus attractif et beaucoup plus compétitif toute cette région du sud qui aura donc un grand port sur Port-Gentil. Et donc ça permettra d'attirer davantage d'investisseurs, de baisser les coûts de produits aussi bien pour Port-Gentil que pour ces régions. Merci. Un autre aspect, c'est celui des prérogatives. Le Gabonais lambda aimerait savoir quelles sont les limites des prérogatives du département, de votre département respectif face à l'Agence nationale des grands travaux. Précisément, qui fait quoi? Voilà. C'est une question un peu curieuse. Mais l'Agence nationale des grands travaux est pour nous en réalité un bureau, un conseil technique, donc nous l'appelons dans le jargon maître d'ouvrage délégué. Il nous accompagne, il nous aide à affiner nos études, à nous mettre aux standards et aux normes internationales. Le ministère et l'agence travaillent en bonne intelligence. Donc le ministère passe des commandes à l'agence pour un certain nombre de choses que l'agence va étudier ou suivre et faire exécuter pour son compte. Cette situation n'est pas limitée au seul ministère des Travaux publics, puisque tous les autres ministères fonctionnent ainsi. Donc le ministère de l'Énergie et de l'Eau, par exemple, peut s'appuyer sur l'Agence nationale des grands travaux pour faire un barrage, pour réaliser des conduites d'eau de grande dimension pour amener l'eau à Libreville, etc. C'est des choses courantes. Et il faut ajouter que cette situation n'est pas propre au Gabon. Si vous allez dans d'autres pays, je vous citerai par exemple la Côte d'Ivoire, vous avez un BNET, au Congo vous avez une agence des grands travaux. Ce n'est pas une situation propre au Gabon. Elle n'est pas propre au Gabon, mais les Gabonais seraient heureux. On est quand? On est jeudi, ce jeudi, de savoir. Ce jeudi 16 octobre 2014. D'avoir ces informations. Oui, mais c'est ce que je vous donne. C'est pour dire que ce n'est pas une situation, ce n'est pas une particularité gabonaise. Hein, ce sont des standards, c'est-à-dire que c'est de plus en plus difficile pour le ministère de concevoir, de suivre, de faire réaliser. Donc généralement, on a tendance à séparer l'idée de conception de l'exécution. Comme ça, nous sommes sûrs à la fin d'avoir de bons projets. Je pense que ce qui est important pour les Gabonais, c'est d'être sûr que les projets lancés seront livrés. Ce qui est important pour les Gabonais, c'est d'être sûr que les projets lancés se font à un coût, au juste coût, au juste prix. Ce qui est important pour les Gabonais, c'est d'être sûr que les infrastructures qui sont réalisées sont des infrastructures de qualité et qui vont traverser le temps. Donc l'ANGT nous aide à atteindre cet objectif. Alors pour la suite de cette émission, je vous propose que nous puissions regarder rapidement un reportage lié justement aux réalisations des infrastructures routières dans notre pays. Point sur la modernisation des infrastructures routières au Gabon. Travaux actuellement terminés. Route Fougamou-Muila, 108 km. Route Ndende-Lebamba, 37 km. Construction du pont de Mayumba, 500 mètres.
La traversée sur la Bagno se déroulait en bac. Actuellement, la traversée se fait sur le pont. Route du Cap Extérias, 20 km. Travaux en voie d'achèvement. La route Akini-Okonja, 74 km. La route Akini-Okonja avant travaux. La route Akini-Okonja actuellement. Route Mwanda-Bakumba. Route Mwanda-Bakumba avant travaux. Route Mwanda-Bakumba actuellement. Chibanga-Mayumba avant travaux. Chibanga-Mayumba après travaux. La route Ndjolé-Medouman, 47 km. La route Ndjolé-Medouman actuellement en construction. La route Mouilan-Dende, 76 km. La route Ndende-Chibanga, 90,75 km. La route Ndende-Chibanga actuellement en construction. Route Laléou-Lastrouville, 97 km. La route Laléou-Lastrouville avant travaux. La route Laléou-Lastrouville après travaux. La route Lalara-Koumameyon, 63 km. La route Lalara-Koumameyon avant travaux. La route Lalara-Koumameyon après travaux. La route Koumameyon au vent, 51 km. La route Koumameyon au vent avant travaux. La route Koumameyon au vent après travaux. Lancement des travaux du tronçon routier Port-Gentil-Amboué. La route Port-Gentil-Amboué, 93 km. 9,6 km de pont. Durée des travaux, 60 mois prévisionnels. Accès terrestre difficile, la traversée en mer se déroulait en pirogue et en bateau. Il sera le 3e plus grand pont d'Afrique. Les étapes de la construction de la route Port-Gentil-Amboué. S'agissant du réseau routier national, depuis 2009, quels sont les principaux chiffres que l'on peut retenir? Alors, comme je le disais tantôt, depuis 2009, c'est 1500 km de routes qui ont été lancées. C'est 500 km de routes qui ont été déjà réceptionnées. Donc, faites la différence pour ce qui est en cours de réalisation. C'est aujourd'hui la possibilité d'atteindre Logoi-Vindo et la ville donc, de Makokou quasiment sur une route goudronnée puisque nous sommes à 100 km de Makokou. C'est aujourd'hui la possibilité d'atteindre Mula sur une route bitumée et c'est dans quelque temps la possibilité d'atteindre Chibanga dans une route bitumée. C'est l'effort qui est réalisé pour désenclaver Port-Gentil, donc la possibilité dans quelques années d'atteindre Port-Gentil par la route. C'est le lien en cours de réalisation entre le Haut-Togoué, Logoué-Lolo et Libreville par une route bitumée. Nous sommes là à moins de 100 km puisque actuellement nous réalisons le tronçon Mikoui-Carrefour-le-Roi. Nous avons lancé donc concomitamment avec le chantier de Port-Gentil le pont sur Logoué à Boué. Et nous sommes donc à moins de 100 km, ce qui est historique dans notre cas pour atteindre Francéville et Koulamoutou sur une route bitumée. Désolé de vous interrompre, Monsieur le ministre, mais tel que c'est fait, est-ce que vous ne craignez pas, puisque c'est fait de façon simultanée, vous ne craignez pas que d'autres chantiers n'aillent pas à terme? Pas du tout. Je pense que nous avons tous suivi les différentes communications du président de la République. Nous avons suivi l'exposé de motifs qui accompagnait le budget 2015 et on a tous compris que la route restait une priorité et que ces chantiers arriveraient à terme. Donc sur cette question de la route, il n'y a pas d'inquiétude. Alors sur les délais de livraison et le financement? Monsieur le ministre, on aimerait savoir, vous parlez tout tantôt de la simultanéité des projets. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un délai fixe pour les projets entamés en même temps? Est-ce qu'il y a une date fixe de livraison ou vous entamez les projets en même temps et vous voyez en fonction du temps l'évolution des dates de livraison? Bon, d'abord, les projets n'ont pas démarré simultanément ou en même temps, comme vous dites, mais chaque projet a une vie propre. Ce n'est pas la même chose de faire la route à Omboué où vous avez des ponts de plus de 7 km. Ce n'est pas la même chose de faire une route comme celle-là que de faire Ndende et Chibanga, par exemple.
Okay. Voilà, les difficultés ne sont pas les mêmes, les délais ne pourraient donc pas être les mêmes. Voilà. Mais les chantiers, on va dire, seront livrés ou sont livrés au fur et à mesure, voilà, de leur avancement. Donc sur cette question-là, il n'y a pas de problème particulier. Mais au niveau des financements, certains projets sont-ils préfinancés ou les projets sont établis par les opérateurs, sont de nos opérateurs, et donc ils travaillent là-dessus et ils sont payés à la tâche? Comment cela se passe? Logiquement, l'entreprise est payée au fur et à mesure qu'elle avance. Maintenant, vous avez deux types de financement. On peut avoir un financement purement local, c'est ce que nous faisons sur le budget. Donc, par exemple, la route Ovan-Makokou est payée sur le budget de l'État ou en totalité sur nos ressources propres, ou la route peut-être Muanda-Bakumba. Et puis, vous avez des projets qui font l'objet de financement par nos partenaires extérieurs, donc les bailleurs de fonds. Ça peut être l'AFD, par exemple, Ndjolé Medouman, ou vous pouvez avoir la BID sur Koumameyong Ovan, par exemple, ainsi de suite. Donc, tous les modèles sont possibles. Il y a des financements sur ressources propres, il y a des financements sur ressources extérieures, comme ça se passe partout ailleurs. À propos toujours d'entreprise, Monsieur le Ministre, on a fait un constat, on a des belles routes qui nous sont livrées, et au bout de 3-4 ans, vraiment le goudron il part comme ça, on a du mal à comprendre, est-ce que ce sont les entreprises à qui on a confié les projets qui n'ont pas mis les compétences nécessaires? Est-ce que c'est le bitume qui est utilisé qui n'est pas de qualité, d'autant quand même qu'on est un pays, comment dire, vous voulez parler de la qualité des travaux? La qualité des travaux, mais surtout de la qualité du bitume, parce que quand même on est un pays pétrolier, et puis on voit qu'au niveau des routes, c'est pas ça quoi. Est-ce que c'est le climat? Est-ce que c'est la qualité du bitume? Est-ce que c'est le... comment le dire? Est-ce que c'est le genre d'entreprise à qui on fait confiance qui pose problème? Je ne sais pas. Alors, je n'ai pas de cas précis, mais ce que je pourrais dire, c'est que la route a une durée de vie. C'est un produit comme un autre. Donc, si elle n'est pas entretenue normalement, elle connaîtra certainement les dégâts ou les insuffisances que vous évoquez. Monsieur le ministre, au bout de 3-4 ans, c'est quand même... Maintenant, il faut distinguer deux éléments. Il y a ces routes nationales dont on parlait, qui connaissent, eux, qui sont dans une autre situation, et il y a les voiries urbaines. Je pense que madame parle peut-être des voiries urbaines. Ah, même sur la nationale, hein, un temps fut, il y avait des trous qui se formaient et tout ça. Je me demandais, est-ce que c'est un rapport avec le climat? Je pense beaucoup plus que l'allusion est faite sur le tronçon routier qui sort du PK12, PK13, en allant sur Ntoum. Oui, mais ce tronçon en cours de réalisation, il n'est pas encore livré. Donc il vaut mieux laisser l'entreprise, peut-être... La réception n'a pas été faite, puisque la route, pour nous, n'est prise en compte qu'à partir du moment où on l'a réceptionnée. PK12, Ntoum n'est pas encore réceptionné. Mais je voulais plutôt apporter une information concernant les voiries dans nos villes. Souvent, ces voiries, ces routes souffrent de ce que l'assainissement n'a pas été bien fait. Donc souvent, l'eau, en réalité, devient un facteur de dégradation pour ces routes-là, parce que l'évacuation des eaux, notamment en saison de pluie, ne se passe pas très bien. Et donc le passage continu des véhicules va détériorer la chaussée. Donc il faut distinguer ces deux situations. Pour ce qui est des routes nationales telles qu'elles sont faites aujourd'hui, nous mettons suffisamment de contrôle, d'où l'idée tout à l'heure de l'ANGT, pour essayer précisément d'avoir des produits qui soient aux normes et qui soient comparables à ce que l'on peut voir ailleurs. Justement, à propos du tronçon sur la nationale, il y a des endroits qui sont habités, il y a des habitations de part et d'autre, mais on a constaté qu'il n'y a pas de trottoirs prévus à ces endroits-là, pour sécuriser au moins les populations. Nous sommes sur une route nationale, donc généralement, sur ces routes nationales, vous n'avez pas de trottoir. Donc ces personnes devraient partir de là. Écoutez, on est sur une route nationale, donc on est conforme aux standards
que l'on retrouve partout ailleurs. Donc les personnes, si elles sont à bonne distance de la route, en principe, il n'y a pas de problème. Ok, monsieur le ministre, moi je voulais revenir, vous avez parlé tantôt de l'entretien de la route. Vous avez dit que la route a une durée de vie. Et donc moi j'aimerais savoir, comme tous les Gabonais, comment est-ce que ça se passe? À qui incombe l'entretien de cette route? Elle est réalisée, c'est bon, mais qui s'occupe de l'entretien, vérifier la durée de vie et tout le reste? Qui fait ce travail en amont? Dans cette même perspective, monsieur le ministre, le département ministériel dont vous avez la charge vient de réhabiliter le pont sur le fleuve Como, à Kango. Là encore, on s'interroge sur l'entretien de cette infrastructure. Qu'est-ce qui va en être dans 10 ans, dans 15 ans? Que prévoit le gouvernement? Nous avons un instrument qu'on appelle le fonds d'entretien routier. Donc cet instrument est là pour assurer le financement de l'entretien de ces routes. Le ministère procède à la programmation, donc en fonction des ressources mises à disposition, cet entretien peut être régulièrement fait, c'est le cas. C'est d'ailleurs ce fonds d'entretien qui a financé la réhabilitation du pont que vous évoquez. Pour le reste, il faut un suivi régulier, une programmation pour éviter justement que les dégâts qui apparaissent ne prennent de l'ampleur. Et c'est ce qui est fait couramment. D'accord. Et pour la suite, monsieur le ministre, nous vous invitons à regarder ce reportage réalisé par la rédaction de Gabon Télévision. On a vu que le secrétaire général de votre ministère vient de mener une visite d'inspection justement dans les artères de la capitale gabonaise. Il s'agit entre autres de la dégradation justement des voiries. Nous regardons et nous nous retrouvons juste après. Une journée d'attaque pour le secrétaire général du ministère des Infrastructures, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, entouré des membres de son cabinet et du directeur général de l'entretien des routes et aérodromes. Après le briefing, l'équipe s'est tout d'abord intéressée à l'écoulement permanent des eaux usées sur la chaussée, le long du mur de la clôture du PNLS, 6 ou 9 étages. Ici, la canalisation d'eau est bouchée, le constat est fait par la délégation. Des reproches ont été formulés à l'endroit des responsables de cette entité. Cap ensuite sur Petit Paris, précisément à Mamboué. Une désinvolture notoire, les matériaux de construction sont positionnés sur le centre de la chaussée, obligeant les automobilistes à se confiner sur un flanc de la route. Sur les lieux, le secrétaire général affiche sa fermeté. Vous réalisez ce que vous êtes en train de faire? Vous voyez dans quelles conditions les gens circulent ici? Vous me dites que vous coulez votre dalle. Mais faites qu'on a commencé la dalle. Comment? J'ai dit faites qu'on a commencé la dalle. Elle risque même d'être cassée votre dalle si vous continuez. La dégradation du réseau urbain est liée à plusieurs facteurs. Les entreprises adjudicataires ne jouent pas franc jeu. C'est le cas de la structure chinoise Sino Hydro qui, en plaçant la fibre optique, creuse en plein milieu de la chaussée. Et pourtant, des consignes leur avaient été clairement définies. Les travaux de cette nature devraient être réalisés en bordure de route. Une verbalisation leur sera adressée. Au carrefour Hassan à Akebe Post, le patrimoine routier est endommagé par les riverains. Trottoirs abîmés, eau usée provenant de ce point de lavage de véhicules. Le gérant de cette station-service a au bout du compte reçu une verbalisation. À l'issue de la visite d'inspection, le secrétaire général du ministère des Infrastructures tire les enseignements. Ce que nous constatons chez nous, c'est que nous refaisons certains tronçons de route. Et ces tronçons de route sont dégradés juste après, tout simplement parce que des compatriotes ou des citoyens gabonais versent de l'eau sur la chaussée, versent de l'huile, etc. Vous voyez bien, nous sommes dans une station de carburant et cette station renvoie de l'eau, des eaux usées sur la chaussée. Donc tout cela contribue à dégrader la route de manière très rapide. C'est pour cela que le ministre des Infrastructures nous a demandé de faire le tour de la ville. Ça ne va pas s'arrêter à Libreville, ça va jusqu'à l'intérieur du pays, toutes les grandes villes du pays. Il y a des avertissements, il y a des amendes. Vous devez payer une amende lorsque vous êtes verbalisé. Et ensuite, on vous demande de réparer le problème qui a été constaté. Si vous n'avez pas réparé dans les 7 jours, eh bien, on va passer à une autre phase. Si ce n'est pas réglé, eh bien, là, ce sont les poursuites judiciaires avec des possibilités de destruction de votre édifice. Les directions provinciales des travaux publics effectueront sous peu des visites d'inspection sur l'ensemble du réseau urbain du pays. Des visites qui cadrent avec la volonté des autorités compétentes, celle de protéger et de préserver le patrimoine routier.
Magloire Gambia, le ministère dont vous avez la charge fait le constat sur la dégradation des voiries. Qu'est-ce qui va être fait à court terme? Là, nous avons mis en place, nous avons réactivé des brigades pour la protection du patrimoine routier. Donc, ces brigades se sont lancées sur le terrain. Des contraventions vont être distribuées aux ceux qui ne respectent pas les dispositions prévues par la loi. Et nous espérons ainsi prolonger ou maintenir la durée de vie de ces routes qui aujourd'hui sont souvent agressées par des mauvaises pratiques des citoyens, des compatriotes. On a vu le cas ici des stations de lavage de voitures. On a également vu le cas des saignées qui sont faites sur la chaussée, notamment pour faire passer la fibre optique ou les réseaux de la SCG, mais qui ne sont pas après remis aux normes. Donc toutes ces actions qui sont faites en dehors du cadre de la loi, justement, détériorent fortement notre patrimoine routier. Et nous allons donc être beaucoup plus sévères sur cette question-là pour faire en sorte que nos routes soient préservées. D'accord. Au-delà du constat, l'action, quelle va être l'action? Est-ce que les routes vont être réhabilitées? Quand? Comment? Elles seront nécessairement réhabilitées, mais ça a un coût. C'est beaucoup d'argent, beaucoup de ressources. Pour cela, pour éviter d'être en permanence sur les mêmes actions. Donc, il faut réaliser, mais préserver ce qui est déjà réalisé pour aller de l'avant. Sinon, on a tendance à revenir sur des routes qui avaient déjà été préalablement réparées ou entretenues. Donc, pour que l'action soit beaucoup plus visible et qu'elle s'étende sur l'ensemble de la cité, les routes déjà réalisées devront être préservées. Donc, ces brigades s'assureront justement du respect de ces règles. D'accord. Monsieur le ministre, je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, il y a plusieurs réactions. Des compatriotes réagissent actuellement même, au moment où se déroule cette émission, réagissent sur les réseaux sociaux, notamment sur notre page Facebook. Et nous avons une compatriote qui pose une question. Je la traduis en ces termes. On observe qu'il y a une concentration de chantiers dans certaines régions du Gabon que d'autres. Pourquoi cet état de fait? Beaucoup plus dans le sud, c'est exactement ça la question. Voilà, vous pouvez apercevoir la question sur votre petit écran. En dehors de la route du sud, quelles sont les provinces concernées par les grands chantiers routiers? Je pense que cela a été indiqué tout à l'heure. Les routes, effectivement, nous veillons à une répartition spatiale des investissements et nous faisons en sorte que le programme tel qu'il a été défini se mette en place. Alors, quel était l'objectif du programme en ce qui concerne les routes? C'était de relier toutes les capitales provinciales à Libreville. C'est donc ce programme qui est mis en œuvre. Notre téléspectatrice parle des routes du sud, mais elle aurait pu parler aussi des routes dans le Goué-Vindo. Notre téléspectatrice parle des routes du sud, elle aurait pu parler de ces routes qui vont vers le Goué-Lolo et le Haut-Ogoué, qui vont donc rejoindre Boué pour arriver vers Libreville. Elle aurait pu parler des routes qui sont en cours de réalisation dans le Goué maritime pour relier Port-Gentil au reste du territoire. Donc, il n'y a pas une concentration voulue. Il y a seulement des projets et des actions qui sont mis en place au fur et à mesure et qui devraient donc toucher l'ensemble du territoire en fonction donc de ces programmations que nous indiquions. Nous avons parlé tout à l'heure du projet qui devrait démarrer bientôt, celui de l'Ebamba Mbigou, justement pour aller vers le Kulamutu et la route par Mimongo. Donc, non, je pense qu'il y a une répartition spatiale qui couvre l'ensemble du territoire. Il y a une programmation qui est faite et au fur et à mesure, donc chacun devrait voir les projets qui l'intéressent être mis en route. Peut-être une dernière question s'agissant de ce volet infrastructure routière. Nous supposons que le plan stratégique Gabon est émergent et notamment le schéma directeur national du réseau routier national s'est donné des objectifs. D'ici à 2016, à quoi devrons-nous nous attendre? D'ici à 2016 ou quelque temps après, l'ensemble des capitales provinciales devrait être, on pourra les atteindre sur des voies bitumées. Donc l'ensemble des capitales provinciales doit être relié à Libreville
par une voie bitumée. C'est l'objectif premier. Nous avons donc dans le schéma national d'infrastructure parlé de corridors. Donc si vous regardez ce schéma, ces corridors correspondent à des voies, aux voies principales autour desquelles l'activité économique et l'activité humaine devraient être organisées. Donc l'objectif premier, c'est relier toutes les capitales provinciales vers Libreville. Évidemment, il y a des villes stratégiques aux frontières où en fonction de l'apparition d'une activité qui nécessite que le réseau soit refait, c'est le cas de ce que nous sommes en train de faire entre Bakumba et Mwanda, parce que tout simplement à Bakumba, vous avez l'exploitation minière qui a commencé avec la mine de Bakoudou. Donc il faut donner à la société qui est installée dans cette région une voie qui soit parfaitement carrossable. C'est le travail que nous faisons. Donc d'ici 2016, toutes les capitales provinciales seront reliées ou seront en voie de l'être à Libreville. Monsieur le ministre, la deuxième partie de cette émission, le thème, l'habitat. L'habitat, la question qui fâche, et vous l'avez constaté, Snela, Ange Pambo et Innocent Badouma, respectivement de Télé Africa et de l'Union, nous ont rejoints sur ce plateau. Mais avant de les prendre, je vous propose, parce que c'est le principe de l'émission, de suivre quelques réactions des Gabonais. C'est vrai que des logements se font, mais le coût est élevé. C'est la difficulté pour que tous les Gabonais soient logés correctement. Or, nous avons des salaires minables. Vraiment, c'est des crèves-faim. On dira ça comme ça, excusez-moi du terme. Les coûts étant élevés, il sera difficile que tous les Gabonais soient logés. Alors, il faut déghettoiser vraiment l'habitat, de manière à ce que le dernier Gabonais ne puisse plus vivre comme à Kingele, comme à Tchibichos, comme à Bellevue, comme à Kébé-Plaine ou à Kébé-Poto. Ça, je crois que le président est conscient et je peux penser que vraiment il s'y attelle, il y pense de plus en plus. Je n'ai pas analysé le sujet à proprement parler, mais c'est une bonne initiative. Ça favorise l'accès à des populations de classe moyenne, à des logements vraiment raisonnables, acceptables, dans un bon cadre. Au sujet de la politique des logements sociaux, initiés par le gouvernement, c'est une bonne chose. Mais il faut aussi dire qu'au départ, nous n'avions pas un bon retour d'informations sur ce qui se faisait. Depuis un moment, nous avons constaté qu'il y a une petite évolution au niveau de la communication. C'est une bonne chose. Encore, mais par rapport à ma profession, chaque fois au tribunal, tous les Gabonais n'aspirent pas toujours qu'à avoir un logement déjà construit. Il y a des Gabonais qui ont quelques moyens, mais qui n'arrivent pas à construire parce que nous n'avons pas accès, nous n'avons pas de titres fonciers. Il faudra aussi peut-être regarder de ce côté-là et accoler à la politique déjà initiée la possibilité pour le gouvernement de faciliter l'accès à l'acquisition des titres fonciers pour les quelques Gabonais qui ont quelques moyens et qui veulent également contribuer au développement et au devenir de nos villes. Moi, ce que je pourrais dire à ce niveau, c'est que c'est quand même assez difficile de donner un avis quand on ne connaît pas la capacité de ces maisons-là. Est-ce que c'est des maisons de 2 chambres? Est-ce que c'est des maisons de 3-4 chambres? Voilà, et quels sont les matériaux qui sont utilisés pour la construction de ces maisons-là? Mais toujours est-il que nous avons une idée. On sait qu'il y a un montant qui est affiché. Et quand on essaie de voir, c'est une famille d'environ 4 ou 5 personnes, hein, pour un logement de 200 et quelques mille. Hein. Je dirais que 200 et quelques mille, quand on tient compte du SMIC au Gabon, et je pense que de ce point de vue-là, le gouvernement doit encore faire des efforts pour essayer de rendre vraiment le logement accessible à ceux qui ont le strict minimum, c'est-à-dire le SMIC. Ce que je pourrais dire à propos des logements, c'est qu'ils ne sont pas à la portée de tous les Gabonais. Les logements sont excessivement chers pour tous les Gabonais. Bon, pour les Gabonais économiquement faibles, il faut que l'État mette vraiment l'accent sur le logement. Parce que les Gabonais sont mal logés, sincèrement. Presque dans tout Libreville, vous voyez les gens qui vivent dangereusement.
il y a les zones à risque. Si je mentionne le discours du président en 2009, il avait promis 5 000 logements par an. Mais finalement, les logements seront livrés quand? Les 5 000 logements par an, parlons-en, Monsieur le Ministre. Après, justement, ces différentes réactions des Gabonais, vous, quelle est votre réaction? Alors, je comprends que les Gabonais ont compris qu'il y a un effort qui est fait. Nous ne sommes peut-être pas encore au niveau de ce qui a été annoncé, mais il s'agit d'une politique complexe qui se met en place, qui nécessitait pour sa mise en orbite, en réalité, que des préalables soient levés. Et l'un de ces préalables, c'était le titre foncier, comme l'a indiqué l'une des personnes dans votre élément. C'était la réforme de l'administration de l'habitat, telle qu'elle a été décidée par le président de la République. Aujourd'hui, il y a des programmes sur l'ensemble du territoire qui sont lancés. Évidemment, il y a encore quelques insatisfactions, et l'une d'entre elles concerne le prix, comme indiquait l'autre personne dans votre élément. Il y a un travail à faire sur le prix, que nous essayons donc de ramener à des niveaux acceptables. Mais il faut dire déjà qu'à 200 000 francs, il y a eu un travail énorme de fait. Et si vous avez suivi les éléments de l'avant-dernier Conseil des ministres, le président de la République demandait que l'on puisse obtenir, voilà, à la fois les prix, bien sûr, mais également un travail devrait être fait sur le financement de l'accès au logement. Parce que l'un des problèmes qui se posent dans ces secteurs, c'est que personne, en réalité, n'achète une maison avec, j'allais dire cash, hein, au comptant. Généralement, on obtient un crédit, et plus le crédit est long, mieux c'est. Donc, il faut continuer à travailler sur les questions d'accès au logement, de financement de l'accès au logement, pour avoir des crédits très longs, ainsi absorber une frange beaucoup plus importante de la population qui pourrait avoir donc accès à ces logements qui sont construits. Par ailleurs, cela permettrait également d'ouvrir le marché, notamment en permettant l'arrivée des promoteurs privés. Parce que pour le moment, comme vous le constatez, on a essentiellement 2 promoteurs, mais qui sont publics. Or, il faudrait que le marché soit également pris d'assaut, j'allais dire, par les investisseurs privés pour donner davantage de regains et dynamiser l'offre qui, pour le moment, reste limitée à ces 2 joueurs-là. Alors le coût, la catégorisation, les procédures d'obtention, les populations cibles ouvrent justement la deuxième série de questions. Innocent Badouma. Oui, d'après le modérateur, nous avons 20 minutes pour aborder une question pertinente et nous avons 4 points, Monsieur le Ministre. Ce qui s'est fait, le logement social, est-il vraiment social, l'accès au foncier et la SNL. En tant que chef de département ministériel en charge de l'habitat, vous êtes le premier architecte, le responsable de la mise en œuvre de la politique du logement, de la construction du logement, et devait traduire dans les faits, effectivement, l'engagement du chef de l'État qui était de fournir 5 000 logements par an. Dans une interview à un hebdomadaire international, le chef de l'État s'est dit insatisfait de l'exécution de ce volet de son programme social. Le gouvernement fait certainement des choses. Qu'est-ce qui s'est fait concrètement en matière de logement? Donc depuis 2009 aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, des programmes ont été mis en route. Ces programmes couvrent aujourd'hui l'ensemble du territoire. Ces programmes visent 2 catégories de population. Vous avez les populations qui sont solvables, mais qui demandent à être accompagnées par ces mécanismes dont on parlait, notamment le crédit, des crédits sur du long terme, pour pouvoir acquérir leur maison ou leur logement. Et vous avez l'autre catégorie, ce sont ce que l'on peut appeler les économiquement faibles, qui ont besoin d'avoir un accompagnement, notamment soit par des bonifications de loyers ou de taux, pour pouvoir rentrer dans les mécanismes qui sont mis en place.
Aujourd'hui, pour la première catégorie, nous avons pu obtenir des crédits sur une durée de 15 ans. Mais comme vous le savez, le président de la République demande que ça aille jusqu'à 20 ans. Donc, pour ces gens qui, aujourd'hui, peuvent payer ces 200 000 francs, cette question est prise en charge beaucoup plus facilement. Reste la deuxième catégorie, qui est l'appel des bonifications. Donc, pour cette catégorie-là, nous sommes en train de mettre également des instruments pour pouvoir bonifier ou le loyer ou le taux d'intérêt pour permettre de récupérer une autre frange de la population. Donc, sur le marché aujourd'hui, vous avez une offre qui concerne à la fois l'accès direct au logement, ce qui est fait par la SNLS et la SNI depuis un certain temps. Vous allez avoir, dans une semaine ou deux, l'accès à la location sur des logements construits par l'État, donc dans les lotissements qui sont faits à Angoundjé, à des prix qui seront bonifiés pour les populations les plus faibles. Vous avez, économiquement les plus faibles, vous avez une offre qui est faite sur des terrains. Nous viabilisons des terrains que nous mettons à la disposition des Gabonais avec des titres fonciers suivant des règles qui respectent le bon aménagement de l'espace, donc que nous appelons Smart Code. Donc aujourd'hui, en termes de logement, les logements sont en construction et seront livrés au fur et à mesure. Ils sont visibles, on peut les voir à Libreville, à Port-Gentil, à Franceville. À peu près combien sur l'ensemble du territoire national? Sur l'ensemble du territoire, les programmes qui sont aujourd'hui bouclés atteignent les 12 000, donc qui sont en construction. Voilà. Là-dedans, nous intégrons une série d'actions. Vous avez des logements pour l'acquisition, mais nous construisons aussi des logements pour reloger les populations qui sont touchées par la mise en œuvre d'un certain nombre de projets d'infrastructure. C'est le cas notamment des bassins versants, si vous avez entendu parler de ce projet. Des populations seront déplacées, relogées. L'État, au lieu d'indemniser ces populations, va les déplacer pour les reloger. Donc des logements sont construits dans ce cadre-là. Et comme vous le savez, nous avons lancé une opération d'identification des populations qui vivent dans les zones à risque. Ces populations seront également déplacées dans ces logements en construction. Donc, vous avez un parc à l'heure actuelle qui est lancé de construction, donc qui est en cours de réalisation, soit par la SNI, soit par la NGT, soit par la SNLS, soit par l'UCET, qui est une autre entité qui s'occupe des bassins versants. Alors, Monsieur le ministre, on estime aujourd'hui le déficit en termes de logement au Gabon à 250 000. On sait également que les populations gabonaises, pour celles qui ont les moyens, bien sûr, consacrent à peu près 30% de leurs revenus pour ces questions liées au logement. Vous avez parlé là des mécanismes qui sont mis en place pour essayer de donner un véritable caractère social à cette opération initiée par le président de la République. Mais après avoir élaboré tous ces mécanismes-là, quel peut être le nouveau prix de ces logements sociaux? Aujourd'hui, ils sont estimés entre 22 et 32 millions de francs CFA. Mais en réalité, le prix n'est pas, dans ce cas, quelque chose de figé. Nous faisons un effort constant pour ramener, essayer de baisser ces prix, mais qui dépendent finalement du coût des intrants. Le ciment, le sable, le gravier, etc. Donc, c'est une action concertée qui n'est pas une action du seul ministère de l'Habitat. Donc, au fur et à mesure que des efforts sont réalisés dans ces secteurs, cela va se répercuter sur les prix des maisons. Donc, ce n'est pas figé. Il n'est pas interdit que dans un programme, dans quelques mois, vous ayez une maison à 17 millions ou à 15 millions. C'est un travail constant parce que nous sommes partis d'une phase où il y avait tout un secteur à réorganiser parce que tout le monde parle de la maison, mais en réalité, c'est une filière. Il faut des entreprises qui sachent construire, il faut des entreprises qui construisent à un prix qui soit compétitif, il faut des entreprises qui puissent construire vite, très vite. Tous ces éléments, les entreprises de BTP n'étaient pas nécessairement calibrées chez nous pour faire ce travail. Donc, il y a une phase d'apprentissage du secteur qui devrait, dans quelques mois ou sur les autres opérations, nous permettre de voir ces prix baisser. Je signale que nous sommes partis des premières opérations avec la SNI à un prix qui était beaucoup plus élevé. Sur ces nouvelles opérations, nous sommes descendus autour de 22 millions, comme vous dites, et rien n'empêche que demain, nous puissions aller beaucoup plus bas. Donc c'est un travail constant pour effectivement
arriver à baisser ses coûts. Alors, il y a chez le président de la République, vous me pardonnez Innocent Badouma, la notion de partage qui est effective, qui n'est pas une simple utopie ou vue de l'esprit. On peut catégoriser la population entre les Gabonais économiquement faibles, la classe moyenne et puis ce qu'on peut considérer comme étant les nantis. Alors, quel type de logement pour ces trois catégories? Est-ce qu'il y aura des logements, est-ce que c'est possible dans la vision du gouvernement pour les Gabonais économiquement faibles? Ils peuvent rêver un jour d'avoir accès à la propriété dans notre pays? Bien sûr. Bien sûr. À cause de des mécanismes que je vous expliquais tantôt. Dès lors que nous mettons des mécanismes pour subventionner le coût de la maison, effectivement, vous aurez une frange de la population classée dans ces Gabonais économiquement faibles qui peut prétendre à accéder à ces logements. Déjà sur l'opération d'Angonje, donc qui va démarrer d'ici quelques jours, vous pourrez valablement le constater puisque nous avons volontairement sur ces opérations plafonné le coût de la maison à 10 millions. Donc à 10 millions, sachant que nous faisons de la location-vente, ça veut dire que n'importe lequel des Gabonais peut prétendre à devenir propriétaire dans l'une de ces maisons. Et pour quelle population cible, monsieur le ministre? Les Gabonais économiquement faibles? Pas seulement, mais on peut penser que si on a une maison à 10 millions ou à 7 millions pour un 2 chambres, les revenus, puisque on parlait du SMIC, ces éléments rentrent valablement dans le SMIC puisque nous sommes dans une formule de location-vente. C'est pour les petits foyers. 2 chambres, bon, j'imagine mal un monsieur qui a sa femme et ses 6 enfants habités là-dedans. Non, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir ça. Il faut plutôt imaginer le marché de l'immobilier comme un marché où il y a une mobilité. C'est-à-dire que vous comme moi, lorsqu'on commence, on se loge dans une maison de 2 chambres peut-être, puis plus tard, lorsque vous deviendrez chef de service à la RTG ou directeur, vous pourrez passer dans une maison de 3 chambres ou 4 chambres. Cette mobilité est importante. On ne peut pas imaginer un marché de l'immobilier qui serait totalement figé, sinon en réalité, le nombre de maisons à construire ne correspond pas. Voilà. Mais on tient compte quand même de la réalité gabonaise, notamment lorsqu'on parle de famille. C'est en moyenne, une fratrie, en moyenne 5, 6, 7 personnes. Je ne sais pas si tous les Gabonais ont 5, 6 enfants, mais j'imagine qu'il y a un début. Donc ça ne s'adresse peut-être pas à vous qui avez déjà 6 enfants, mais pour celui qui commence, s'il peut intégrer, parce qu'il a un enfant ou 2, une maison d'une chambre ou 2, puis plus tard, lorsqu'il a une évolution dans sa carrière, passer à une maison de 3 ou 4 chambres, c'est comme ça que ça se passe ailleurs. Alors moi je n'en ai pas encore 6, mais je me pose bien la question, monsieur le ministre. S'agissant du coût, oui. Alors, la SNLS a annoncé, s'agissant des logements sociaux, à partir de 200 000 francs CFA. Le Gabonais lambda, le fonctionnaire lambda, est rémunéré en moyenne entre 250 et 300 000 francs. Est-ce que ça a été bien pensé? Oui, ça a été bien pensé, parce que comme je vous l'ai dit, il y a 2 cibles. Parce que finalement, il n'y a pas que celui que vous appelez Gabonais économiquement faible qui est mal logé. C'est une situation beaucoup plus vaste. Donc, dans le cas des revenus plus faibles, nous avons dédié un lotissement qui va être mis à disposition dans les prochains jours pour essayer de capter une frange de la population qui est économiquement beaucoup plus faible. On ne peut pas exclure ceux qui peuvent payer leur maison. Monsieur le ministre, avant d'aborder la question du foncier, j'aimerais revenir sur la première cible, c'est-à-dire ceux qui peuvent se payer une maison. Est-ce que vous pensez que les mécanismes bancaires et financiers sont suffisamment huilés pour permettre l'accès au crédit bancaire, au crédit de l'habitat? Voilà, c'est justement pour encadrer ces mécanismes qu'aujourd'hui, lorsque vous allez dans une agence de la SNLS, et ça va s'étendre également à la SNI, que vous retrouvez non seulement la société, mais vous retrouvez la banque dans les agences commerciales de ces sociétés. Vous êtes donc pris en charge pour faciliter la relation entre la banque et le client et faire en sorte que, autant que possible, des crédits soient octroyés pour l'achat de ces biens. Autre dimension importante de l'habitat, je dirais, du logement, c'est l'accès au foncier. Vous l'avez élucidé tout à l'heure, parlé tout à l'heure. De nombreux promoteurs, aussi bien des particuliers que des sociétés, estiment que si l'accès à des parcelles viabilisées était facile,
pourrait booster la politique de construction de logements au Gabon. Une agence d'exécution, l'ANUTTC, a été mise en place, a été créée, avec entre autres missions de viabiliser ces parcelles. À quand la livraison des premiers lots? Nous allons lancer très prochainement des appels d'offres, justement pour tester ce modèle qui viendrait renforcer ce qui est fait actuellement. Nous sommes partis donc d'une situation où il fallait une sorte de mise en ordre de bataille. Donc c'est ce qui est fait, qui a été fait. La deuxième phase nous amène donc à inciter les promoteurs privés à nous accompagner dans cette opération. Donc des lotissements vont être mis à disposition parce que ça ne pouvait pas aussi se faire n'importe comment. Il fallait identifier les sites. Parce qu'aujourd'hui, l'investisseur privé, lorsqu'il arrivera, de toute façon, il vous demandera l'eau, l'électricité, la route qui mène à son lotissement, etc. Donc ça ne pouvait pas être fait dans le désordre. Donc ces questions étant désormais cernées, nous allons pouvoir lancer des appels d'offres où des lotissements vont être mis à disposition des promoteurs privés, évidemment avec un cahier de charges, avec une répartition dans leur modèle. Donc il y a une partie des maisons qui est consacrée aux revenus les plus faibles et une autre partie qui est laissée au libre arbitrage de ces investisseurs. Est-ce qu'on pourra avoir une fourchette de prix pour l'accès à une parcelle de terrain? Non, le terrain n'est pas mis à la disposition du privé que vous êtes vous. C'est des grands promoteurs. Aujourd'hui, si vous avez besoin d'un terrain, les terrains sont déjà vendus par la SNLS qui vend des terrains dans des lotissements qui sont viabilisés aux normes, dans lesquels on amène l'eau, l'électricité, les routes sont bitumées, et donc on peut acheter une parcelle de terrain, des lots de 500 mètres carrés. C'est aujourd'hui vendu, c'est en cours de réalisation, ça se vend sans problème. Monsieur le ministre, doit-on considérer finalement que la question du foncier au Gabon est définitivement réglée? Elle n'est pas définitivement réglée. C'est une politique, donc elle peut être parfaite autant de fois que nécessaire. Mais on peut dire aujourd'hui que nous avons les éléments pour que la politique de l'habitat se mette sur une rampe de lancement et qu'il y ait plus de maisons que ce que nous produisons aujourd'hui, à la fois avec les promoteurs privés SNI et SNLS, mais également avec les privés qui vont arriver très prochainement. Monsieur le ministre, on a évoqué la volonté manifeste du président de la République de faire du partage une véritable réalité. Il y a également la redistribution de la richesse. Je posais une question très simple, hein, peut-être vous donner l'occasion de tordre le cou à une certaine assertion. Est-ce que les Gabonais les plus nantis, est-ce que les membres du gouvernement, est-ce que ceux qui sont dans la haute administration et ont des responsabilités sont éligibles par rapport à ces logements sociaux? Parce que ce qu'il s'est dit parfois dans les quartiers, c'est que bon, mais c'est bien, mais eux-mêmes, ceux qui sont en haut, s'accaparent déjà ces villas-là. Pour les faire louer ensuite. Fort heureusement, pour cette fois-ci, ça a été interdit. Donc, je pense que vous avez suivi le communiqué du Conseil des ministres. Le président de la République y tient fortement. Les logements iront d'abord vers ceux qui en ont le plus besoin, c'est le cas. Et les membres du gouvernement, je vous rassure, n'ont pas postulé dans ces programmes-là. Mais qui va faire le gendarme, monsieur le ministre? Le ministère de l'Habitat? Non, je pense que c'est transparent. Donc il y a des critères d'éligibilité qui sont connus, vérifiables. Et je pense qu'aujourd'hui, non. Pas de soupçon. Hein. Je pense que les choses se passent bien. C'est plus simple. Rodrigue, une dernière préoccupation. Alors, monsieur le ministre, il y a la Société nationale immobilière, la SNI, il y a la SNLS, la Société nationale du logement social qui existe aujourd'hui. Doit-on parler de complémentarité entre ces deux entités ou vous estimez peut-être qu'il y a une entité de plus? Quelle va être la ligne de démarcation? Il y a même, je pense que c'est plutôt insuffisant. Nous visons, nous parlons de maison, mais en réalité on parle d'un marché dans lequel il y a une offre, il y a une demande. Alors, pour avoir une offre conséquente, où vous avez une très grande société qui peut produire les 5000 du coup, ou alors vous en avez plusieurs. Et des raisons techniques militent pour qu'il y ait plusieurs sociétés. Pour la simple raison que pour obtenir les financements, par exemple auprès des banques, vous ne pourrez pas le faire avec un seul instrument. Il vaut mieux diversifier. Comme ça, c'est deux clients différents qui se présentent à la banque au lieu d'en avoir un.
Donc c'est ce que nous avons fait. Et les deux sociétés ont chacune leur programme. Donc il n'y a pas de... Au contraire, on est dans une situation plutôt de complémentarité et peut-être même de concurrence aussi, parce que la concurrence, c'est une bonne chose pour tout le monde, puisque vous voyez que si l'une baisse les prix, l'autre est obligé de faire un effort pour suivre ce mouvement. Donc je pense que ça ne peut être qu'au bénéfice du client, des différents clients que nous sommes. Et donc en conclusion, après la SNI et la SNLS, on pourrait voir d'autres opérateurs dans ce marché? Rien n'est interdit. On peut demain avoir un opérateur qui serait concentré peut-être sur Port-Gentil ou sur une autre région, ainsi de suite. Mais de toute façon, avec l'entrée des opérateurs privés, on s'achemine de fait vers une concurrence beaucoup plus élargie sur le marché. D'accord. Innocent Badouma, Ange Snella Pambo, merci pour toutes ces questions. Oui. Monsieur le ministre, nous allons poursuivre cette émission avec le dernier pan, celui concernant l'aménagement du territoire. Et justement, nous vous proposons de regarder cet élément, nous nous retrouvons juste derrière. Voici le quartier derrière l'hôpital dans le 3e arrondissement de Libreville. Ici, les conditions de vie des populations sont des plus déplorables. Déjà, vous-même, vous voyez dans quelles conditions les gens vivent. Ça ne ressemble pas à une zone de centre-ville. Et théoriquement, moi, je trouve que c'est un projet louable. Enfin, ils ont pensé à nous parce que c'est de plus belle lurette que ce projet existe. Les conditions de vie des populations n'est pas adéquates. Nous subissons des inondations, des éboulements. Ce quartier sous-intégré de la capitale gabonaise est aussi concerné par le projet d'aménagement des bassins versants. La destruction de ces habitations précaires, annoncée par le gouvernement de la République il y a quelques mois, fait couler beaucoup d'encre et de salive. Moi, je suis pour parce que la décision n'émane pas d'aujourd'hui. C'est une vieille décision. Ce dossier-là, ce n'est pas un dossier d'aujourd'hui, c'est un vieux dossier qui a toujours traîné sur les mains du gouvernement, mais ils n'ont jamais tenu compte de cela. Voilà qui a conduit cette rencontre aux allures de face à face, avec d'un côté Blaise Wada et Eloane Zondo, respectivement coordinateurs de l'UCED et conseillers du président de la République, et conseillers politiques du président de la République, de l'autre, les riverains. Le gouvernement a décidé d'améliorer vos conditions de vie. Dans cette amélioration des conditions de vie, il est prévu donc la construction dans une zone de relogement assainie, où il y a toutes les commodités. Donc du côté de Bikele, vous allez y habiter, parce que c'est la nouvelle ville, c'est Libreville 2. Les équipes du ministère des Infrastructures vont rentrer chez vous. Ces équipes seront accompagnées des jeunes de votre quartier qui vous connaissent tous, pour qu'on n'ait pas de problème à gérer. Par ailleurs, les problèmes de propriété, non, c'est moi le propriétaire, non, c'est pas lui, c'est plutôt moi. Ces jeunes connaissent tous les propriétaires ici. Les déguerpis seront spontanément relogés. Dans une formule pédagogique, Eloane Zondo, par ailleurs, élu de cette circonscription politique, s'est voulu franc et direct. Maintenant, le président, une bonne idée pour nous, alors nous devons tous l'accepter. Et il n'y aura pas de négociation. Il n'y a pas de dire, oh, moi je voudrais rester parce que personne ne restera ici. Le responsable de l'UCED vous a bien signifié que vous ne partirez d'ici qu'après avoir reçu des logements. Même moi-même, on va aussi me casser. Et même si la motion de remerciement n'est pas inscrite à l'ordre du jour, les jeunes du quartier derrière l'hôpital ont tenu à remercier le chef de l'État Ali Bongo Ondimba pour avoir nommé un des leurs aux prestigieuses fonctions de conseiller du président de la République. Pour cette dernière partie de l'émission, sur ce plateau, Jérémy Nzamba d'Africa numéro 1 et Jean Dabani de l'agence France Presse Télévision. Monsieur le ministre, une première réaction après cet élément. Que fait cet organisme, l'UCED? Il fait partie de vos services. Oui. Elle a en charge une question très importante qui est celle de l'assainissement de Libreville. Comme vous pouvez l'imaginer, Libreville est une ville qui a quasiment les pieds dans l'eau, puisque vous avez beaucoup
de lits de rivière, ce qui produit des inondations, notamment en saison de pluie. Et il y a donc là une action entreprise par le gouvernement pour essayer à la fois de maîtriser ces eaux, mais également de profiter de ce prétexte pour essayer de remodéliser certains de nos quartiers. Donc l'UCET s'occupe de cette question importante, à la fois la réalisation de l'assainissement, mais également le relogement des populations qui sont touchées par ces différents chantiers. Donc vous avez vu là la baie de Cochon, cet élément. Donc ces populations vont être logées et cette zone sera rasée parce qu'elle est tout simplement à l'état actuel impropre. Donc des mesures drastiques seront prises pour réhabiliter cette zone, pour la retravailler, mais pour ça nous allons au préalable donc reloger les populations. Alors, les principales zones concernées par ce projet, il y a le quartier Kinguélé, dans le 3e arrondissement de Libreville, Terre Nouvelle, Bas de Guégué, Laloé. Votre question, Jérémy Zomba. Monsieur le ministre, merci pour l'explication que vous venez de donner, mais ce problème des bassins versants intéresse aussi bien les populations elles-mêmes que le gouvernement. Mais la question que l'on se pose, c'est le retard avec lequel le gouvernement a pris cette affaire en main, alors que ce problème existe depuis longtemps, car les populations constatent que les membres du gouvernement eux-mêmes se logent très bien dans les quartiers UP, alors que les populations restent, comme vous l'avez si bien dit, les pieds dans l'eau. Alors, on impute cela le plus souvent à une absence ou à une insuffisance de volonté politique. Alors, le problème existe depuis quand? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il date d'aujourd'hui. Mais pour avoir une bonne réponse à la question, il nous fallait certainement passer par des études. Et c'est ce que nous avons fait. Donc aujourd'hui, nous avons des dossiers bien montés. Le projet que j'évoquais est par exemple financé par la BEDAC pour ce qui est du relogement et pour l'AFD pour ce qui est de la construction donc, de l'ouvrage d'assainissement. Nous avons des projets bien montés. Nous avons des partenaires intéressés à financer. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est certainement plus près de la réponse, la solution qu'autre chose. Et vous pouvez aller à Bikélé, visiter le lotissement en cours de construction où ces populations seront logées. Donc je pense que le gouvernement a pris la question à bras-le-corps, des réponses sont apportées, les financements sont trouvés. Donc il s'agit maintenant de respecter les phases de mise en œuvre, à savoir la construction de logements, le déplacement des populations, avant de traiter les différents cours d'eau. Déguerpissement clé en main. Voilà. Et c'est important parce que ça touche une autre question qui nous concerne tous, c'est que très souvent, nous avons eu du mal à faire démarrer des projets ici à cause de cette question des indemnisations. Et on a indemnisé pendant longtemps, mais on a vu qu'en réalité, on a tout simplement déplacé le problème, puisque les populations qui étaient préalablement indemnisées dans certaines zones sont les mêmes que nous sommes aujourd'hui en train de déplacer par ailleurs, parce que tout simplement, la question n'avait pas été traitée, j'allais dire, de manière définitive. Donc, avec la construction de ces lotissements, avec l'installation des populations, nous mettons définitivement un terme à cette question. Celui qui est déplacé est relogé dans des conditions décentes. Il devrait être propriétaire puisqu'il a un titre foncier. Il a accès aux services de base parce qu'il a l'eau, l'électricité, il a une route qui passe devant chez lui, il a la police ou la gendarmerie à côté, etc. Donc, définitivement, il y a une résonance sociale importante et la question est définitivement réglée. Justement, Monsieur le ministre, justement, est-ce à dire qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, à partir, disons-le comme ça, du gouvernement Ondo 2, le gouvernement a pris l'engagement de ne plus mettre la charrue avant les bœufs? Je ne comprends pas très bien. Bon, je veux dire que les populations ont souvent été chassées de là où elles vivaient sans avoir où aller. Alors, elles se plaignent. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement a décidé d'inverser la tendance, c'est-à-dire de d'abord préparer le terrain pour le relogement avant que de chasser
ces populations-là. Mais je pense que le ministre a déjà répondu à cette question. Non, je vais quand même apporter une précision. Je vous en prie. Je vais peut-être apporter une précision, c'est de savoir à qui incombe la responsabilité aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? La responsabilité de quoi? En ce qui concerne le plan de relogement. Effectivement. Pouvez-vous revenir sur le plan de relogement, monsieur le ministre? Non, je voulais dire qu'en réalité, ces mécanismes ont été mis en place depuis déjà un certain nombre d'années. Les déguerpissements qui se sont faits dans la zone d'Angonje, là où le lotissement a été construit, ont été accompagnés d'une mise à disposition de parcelles et d'une indemnisation. Donc les gens se sont relogés. Et si vous allez à côté de l'école publique d'Angonje, sur la voie du Cap, tous ceux qui construisent là, c'est des terrains qui ont été viabilisés par l'État et mis à disposition. C'est quelque chose qui est courant aujourd'hui, mais nous sommes allés beaucoup plus loin en nous disant qu'il valait mieux donner une maison. Ça a un impact, comme je l'ai dit, et de toute façon, on avait du mal à discipliner les gens, parce que à chaque fois que les indemnisations étaient faites, le résultat final n'était pas celui que l'on attendait, parce que généralement, les récipiendaires n'utilisaient pas cet argent pour construire quelque chose qui était acceptable. Donc là, on règle définitivement la question parce que l'État se charge de mettre ses concitoyens dans des lotissements qui sont conformes à ce que l'on veut faire, avoir une belle ville, mais également permettre à ces citoyens, par une action finalement qui est inclusive, de rentrer dans une zone, comme je l'ai dit, qui est aux normes avec toutes les commodités que l'on peut souhaiter. Et la question est gérée, comme je l'ai dit, par l'UCET, la cellule qui, au sein du ministère, se charge de ces questions. Mais ce n'est pas une question isolée, d'autant plus que là, nous allons lancer la même opération sur Port-Gentil. Comme vous savez, il y a une opération concernant l'assainissement de la ville de Port-Gentil. Et là, dès la semaine prochaine, vous avez une équipe qui va procéder à l'identification des populations qui seront dans les mêmes conditions également relogées. Une autre question? La question, en fait, c'est en ce qui concerne l'opération dite Libérer le trottoir, et ce n'est pas la première fois, monsieur le ministre, qu'une telle opération est engagée dans notre pays, notamment à Libreville. Et à chaque fois, c'est les mêmes choses. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le problème soit résolu, qu'il y ait une solution à ce problème et qu'on ne puisse plus revenir sur ça, parce qu'à chaque fois qu'il y a une opération qui est engagée, c'est aussi de l'argent que le gouvernement dépense. D'autant plus, monsieur le ministre, que ce sont finalement des caches de bandits, et puis on assiste régulièrement au retour de déguerpis sur ces lieux-là, parce que l'État ne promet rien ou ne fait rien sur ces lieux-là pendant des mois, voire des années. Alors, les déguerpis ont cette tendance-là, qui est tout à fait humaine, de revenir sur les lieux où ils ont été déguerpis. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu à terme, en fait, monsieur? Mais il faut qu'on se comprenne. Dans l'opération Libérer les trottoirs, si on libère les trottoirs, c'est parce qu'ils sont occupés indûment. Parce qu'une route, notamment en zone urbaine, doit avoir des trottoirs. Donc si ces gens s'installent sur les trottoirs ou ne respectent pas le recul par rapport à la route, il est tout à fait normal que l'État s'assure de la praticabilité de cet espace-là. Donc, autant que possible, autant de fois que nécessaire, on libérera toujours les trottoirs si les gens ne respectent pas la loi. Maintenant, on peut libérer des trottoirs ou faire des casses, j'imagine c'est ce que vous dites, des déguerpissements pour faire un projet. C'est par exemple le cas sur PK5, PK12. Dans ce cas, les démolitions qui ont été faites précèdent le démarrage d'un projet, notamment la route PK5, PK12. Donc il y a deux cas qu'il faut clairement distinguer. On peut libérer les trottoirs parce que les gens n'ont pas à être sur le trottoir, n'ont pas à construire sur le trottoir. Et s'agissant du projet, monsieur le ministre, du projet concernant l'extension de la route PK5, PK8, où en êtes-vous? Si vous rendez sur cette voie ces jours-ci, vous verrez que des concessionnaires de la SEG sont en train de sécuriser l'alimentation des populations qui ne sont pas touchées par le projet. Puisque lorsque les travaux vont démarrer, et si les entreprises de BTP avaient à réaliser tout de suite leurs travaux, les riverains ne seraient plus alimentés en eau et électricité.
Donc nous sommes sur la phase où nous sécurisons leur approvisionnement. Et comme vous savez que ces réseaux sont un peu anarchiques, enchevêtrés, etc., donc c'est cette phase qui a lieu actuellement. Puis la deuxième phase va être celle des travaux proprement dits. Donc ces jours-ci, vous verrez qu'il y a des bases, il y a des sociétés qui ont installé leur base sur cette voie pour sécuriser tout ce qui est alimentation en eau des populations qui ne sont pas directement touchées par le projet. Donc le projet se déroule normalement. Dans quelques semaines ou quelques mois, l'adjudicataire du projet sera connu puisqu'il y a eu un appel d'offres international. Donc ce chantier devrait démarrer normalement. Alors s'agissant de la seule question de l'opération libérer les trottoirs, le gouvernement constate justement la récidive des comportements déviants. Est-ce que nous allons, je veux dire, le gouvernement va-t-il toujours observer ces mêmes causes qui produisent les mêmes effets? Non, tout à l'heure, vous avez fait passer un élément sur les brigades de protection du patrimoine. C'est bel et bien leur rôle. Donc ne soyez pas surpris que dans quelques jours, quelques semaines, ceux qui auront pris le risque de revenir sur ces lieux seront tout simplement chassés. Jarémy Zoma. Monsieur le ministre, si pour les villes comme Libreville, au relief très montagneux, il est difficile, parce que cela aussi il faut le reconnaître, il est difficile et coûteux de mener de grands travaux sur les bassins versants, mais il y a des villes comme Mouila, qui sont des villes tout à fait plates, mais dans lesquelles ce genre de travaux ne sont pas réalisés. Pourquoi, monsieur le ministre? Alors, nous sommes là dans le domaine de la planification, parce que les moyens ne sont pas illimités. Le problème a été pris à bras-le-corps à Libreville, mais il devrait certainement s'étendre sur l'ensemble du territoire. Mais le gros du travail, pour le moment, c'est bel et bien Libreville qui regroupe un peu plus de la moitié de notre population. Il était quand même temps qu'on donne à notre pays une capitale digne de ce nom. Donc les travaux qui se font à Libreville actuellement ont vocation à s'étendre sur l'ensemble du territoire. Mais il faut planifier pour qu'en réalité tous ces chantiers puissent être livrés véritablement. Donc on peut dire que autant vous faites de grands efforts pour doter le Gabon d'infrastructures routières dignes de son nom, autant vous en faites pour les bassins versants. Tout à fait. C'est une question fondamentale et vous pouvez voir qu'en réalité, toutes ces questions, finalement, sont liées à la fois à la route, parce qu'une route qui passe nous oblige aujourd'hui à mener des actions sociales. Le logement, parce qu'il faut, lorsque nous construisons des logements, faire des routes. C'est le cas, je vous ai parlé des lotissements qui étaient préalablement désormais viabilisés, parce que généralement, ce que nous avons, c'est que nous sommes obligés de courir après les populations qui vont beaucoup plus vite, qui s'installent un peu là où elles peuvent, et ça vous donne une action qui n'est pas forcément visible, parce qu'on est obligé. Il y a un étalement urbain aujourd'hui tel que des nouveaux quartiers s'ouvrent quasiment tous les jours. Donc pour reprendre le contrôle, nous sommes obligés de créer de nouveaux lotissements et nous assurer que les populations vont pouvoir être logées dans ces lotissements. Il y a un intérêt, c'est que nous allons pouvoir reprendre aujourd'hui le contrôle des terrains qui sont en milieu urbain, mais qui sont aujourd'hui mal construits, qui ne sont pas construits suivant les normes. Donc c'est des actions qui se tiennent finalement. La route, le logement, toutes ces actions permettent d'avoir une certaine efficacité et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de faire un certain nombre de projets. Pour un peu de pédagogie, monsieur le ministre, que dites-vous maintenant à ces populations-là qui ont l'habitude de vous pointer du doigt, qui ont l'habitude de dire que c'est à cause du gouvernement que nous nous logeons dans des conditions aussi précaires, dans les bassins versants par exemple? Peut-être à la limite aussi profiter pour expliquer ce plan de réinstallation, de relogement des populations. Okay. Il y a toute une action de communication qui va démarrer pour expliquer quartier par quartier ce qui va être fait. Les populations pointent le gouvernement. Bon, c'est un peu l'habitude, même si lorsqu'on s'installe, on n'a pas forcément demandé l'autorisation au gouvernement de s'installer dans un bassin versant. Mais qu'à cela ne tienne, il y a une action publique qui est engagée. Donc, le gouvernement fait de son mieux en fonction des moyens disponibles pour essayer de régler cette situation
qui est certainement l'une des plus importantes aujourd'hui dans notre pays. Voilà, Monsieur le Ministre, avant de boucler cette émission, peut-être une dernière question. Je vous ai expliqué le principe de l'émission. Les réactions fusent autant sur les réseaux sociaux que par SMS. Et là, nous avons retenu une question d'une compatriote. Alors, elle nous demande ceci, c'est une question qui vous est adressée. Pourquoi les travaux de la marina sont arrêtés? Grande question. Les travaux de la marina ne sont... Peut-être revenir aussi sur ce projet, hein, que toutes les personnes qui nous suivent actuellement comprennent bien de quoi nous parlons. Et que beaucoup de Gabonais disent gênant parce que nous étions habitués à voir notre mer tout en face de nous. Et aujourd'hui, on va nous empêcher de la voir un peu plus clairement. Alors, je commencerai peut-être par expliquer pourquoi la marina. La marina, c'est en réalité l'un des axes de diversification possible de notre économie. Puisque, comme vous savez, on a une économie qui s'appuie essentiellement sur le pétrole. Mais le pétrole, un jour, peut s'arrêter. Notre production pourrait baisser. Donc, dans le plan stratégique Gabon émergent, vous avez un certain nombre de piliers. Et l'un d'entre eux, c'est le Gabon de service. La marina s'inscrit dans ce cadre. C'est comment, en réalité, créer une économie de service en s'appuyant sur ce que d'autres ont déjà fait par ailleurs chez eux, en créant donc une marina qui peut amener donc des touristes parce qu'on pourrait y mettre des activités culturelles, des hôtels, tout ce qui est commercial, etc. C'est ça, sur le principe, le projet Marina. Nous avions commencé le projet de la marina avec un financement budgétaire. Nous avons aujourd'hui, suite à la mise en place du pacte social, procédé à un recentrage, à un redéploiement des budgets qui vont aujourd'hui à la satisfaction des besoins sociaux, notamment des Gabonais économiquement faibles. Ce qui nous a amené à revoir notre plan de financement. Nous sommes donc entrés en négociation avec nos partenaires chinois, adjudicataires du marché. Nous sommes donc parvenus à un accord pour redéployer le financement, réajuster le financement, le programme de financement qui existait. Aujourd'hui, donc, nous avons cet accord et nous sommes en train de finaliser des éléments d'étude parce que là, vous avez tout le sable qui a été sorti de la mer pour former justement l'ossature de cette marina, mais nous allons pouvoir démarrer les travaux de la phase 2 qui concerne la partie infrastructure, c'est-à-dire les routes, le traitement des eaux, l'électricité et l'eau. C'est donc la prochaine phase à laquelle vous allez assister. Les négociations sont en cours avec nos partenaires chinois pour arrêter les montants de cette deuxième phase-là. Mais nous avons donc dû changer le mode de financement qui avait été mis en place. Le projet n'est pas arrêté, il n'est pas suspendu, bien au contraire, il se poursuit, mais nous allons rentrer dans une nouvelle phase parce que la première phase qui était celle de l'extraction du sable est terminée, c'est fini là. Donc nous passons à la deuxième phase, celle de la construction des infrastructures et qui devrait démarrer à l'issue des négociations qui se tiennent actuellement. Tout de même, Monsieur le ministre, on avait remarqué un ralentissement au niveau des travaux. Est-ce que ce n'était pas lié aussi au problème des financements, tout ça? Non. Le projet comporte deux phases. La première phase, c'est celle de l'extraction du sable. Nous sommes en discussion pour la deuxième phase, celle de la réalisation des infrastructures. Et comme je vous l'ai dit, on a d'ailleurs fait passer un communiqué dessus, nous avions déjà trouvé un accord pour cette première phase. Nous sommes à l'heure actuelle en train de discuter avec l'entreprise chinoise pour le démarrage de la deuxième phase. Donc il faut qu'on s'accorde sur le prix, par exemple. Nous ne sommes pas encore tout à fait d'accord. Donc c'est des négociations tout à fait normales. Alors, Monsieur le Ministre, en termes de conclusion, hein,
D'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation. En termes de conclusion, Monsieur le Ministre, heureux hasard ou simple coïncidence, aujourd'hui même, 16 octobre 2014, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État, célèbre le 5e anniversaire de son accession à la magistrature suprême. En termes de conclusion, que retenir de la politique gouvernementale en matière d'infrastructure, d'habitat et d'aménagement du territoire? Je dirais, quelle perspective pour les 2 ans restants du septennat d'Ali Bongo Ondimba? 5 ans, oui, mais le travail continue puisque nous sommes là. C'est à la fois peu et beaucoup. Voilà, mais ce sont les instructions du président. Donc pour le moment, le gouvernement travaille. Nous travaillons à la livraison des différents projets qui vous ont été présentés dans ces différents éléments. Il est important que les Gabonais comprennent que c'est des programmes qui coûtent très cher, c'est beaucoup d'argent. Si je prends le cas de la route, on n'a jamais fait autant de routes en si peu de temps. Donc, ça a un prix. Si je prends les logements, ça appelle des réformes importantes qui ne sont pas forcément agréables, puisque aucun d'entre nous n'est content lorsqu'il doit être déguerpi, entre autres, etc., pour tous ces projets. Donc, il y a la nécessité de comprendre l'effort consenti par toute la nation et en même temps, la nécessité de comprendre que ça ne se fait pas toujours sans grincement de dents. Mais le plus important, c'est le résultat à la fin. Donc, nous restons dans une logique où il faut faire en sorte que ces projets aboutissent et ils seront livrés au fur et à mesure, justement, de la fin des différents chantiers. Merci, Monsieur le Ministre. Merci d'être passé sur le plateau de Gabon Télévision dans le cadre de ce premier numéro de notre émission, votre émission, Faire Savoir. Nous n'avons pas encore le prochain invité. Vous le saurez certainement à travers notre page Facebook. Une chose est sûre et certaine, retenez bien Faire Savoir, un bimensuel d'informations gouvernementales que vous retrouverez désormais dans les programmes de Gabon Télévision. Bonsoir chez vous.